Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. Des véhicules garés de façon anarchique, massacrant la flore fragile des Calanques. D'interminables embouteillages sur la petite route qui relie Callelongue à la Madrague-Montredon à Marseille. Des images surréalistes, en plein cœur d'un espace protégé. Un site menacé par ses trop nombreux visiteurs, estime le parc national, dont les voies d'accès donc, mais aussi les précieuses criques, sont prises d'assaut. En particulier depuis l'épidémie de Covid. Son site internet a donc été modifié pour communiquer davantage sur la forte affluence, la longue marche ou la fraîcheur de l'eau, une anti-publicité qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias nationaux. Quand Le Monde y consacrait une pleine page, RMC s'en amusait et le hashtag Ne venez pas connaissait son petit succès. La démarche n'a pourtant rien d'une blague. Le démarketing pour préserver les espaces naturels de la surfréquentation, c'est le 2e épisode de notre podcast Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Mais au fait, le démarketing, c'est quoi exactement ? Le démarketing, c'est l'utilisation des techniques de marketing, non pas pour promouvoir, mais pour décourager une consommation ou un comportement généralement jugé néfaste. C'est le cas par exemple des horribles photos et messages affichés sur les paquets de cigarettes. C'est un concept défini en 1971 qui s'est déjà traduit concrètement dans des politiques touristiques aux Pays-Bas, aux Philippines, au Wyoming ou encore en Ontario, avant Marseille donc. À mes côtés pour décrypter la stratégie du Parc national des Calanques, Philippe Galini, journaliste à la Provence, spécialiste des questions maritimes. Il laissera ensuite le micro à Didier Réau, président du parc, par ailleurs vice-président du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence, et Loïc Chauvelon, directeur du comité régional du tourisme, 2 acteurs majeurs qui évoqueront le difficile équilibre entre ouverture au public et protection de l'environnement. Philippe Galini, la stratégie vous a-t-elle surpris ? En fait, cette stratégie, elle est surtout troublante parce que elle apparaît surtout comme un aveu d'impuissance face à un phénomène qui dépasse les capacités du parc. Donc, la surfréquentation du parc a toujours été considérée comme un risque majeur par ses dirigeants et ses responsables. Mais le problème, c'est que aussi bien l'État que les collectivités locales ne lui ont en fait jamais vraiment donné les moyens aussi bien humains, financiers, logistiques, réglementaires de pouvoir agir efficacement. Alors, le budget, il est de 6,5 millions d'euros. C'est quand même un budget assez limité pour un territoire d'une telle dimension. Il y a quand même 52 000 hectares à surveiller, à gérer. 25 gardes, c'est quand même très peu. Donc du coup, le parc est victime de son succès et il a dû trouver des solutions tout seul avec les ressources dont il dispose. Qu'est-ce qui l'a poussé à opter pour cette stratégie ? Alors, cette fameuse stratégie de démarketing, elle a fait beaucoup parler d'elle. En fait, le message exact, c'est pas « ne venez pas dans le parc ». C'est plus « ne venez pas uniquement dans le parc » et puis aussi, surtout, ne venez pas dans le parc avec votre voiture. Voilà. Et puis également, soyez respectueux du site, évitez de déranger la faune et la flore. Tant qu'à faire, essayez d'éviter aussi de déranger les autres visiteurs. Et puis surtout, quand vous repartez, ramenez avec vous vos déchets. Est-ce que du coup, c'est pas un peu une solution de facilité de se dire on va limiter le nombre de visiteurs plutôt que de créer les conditions d'accès et d'accueil qui permettraient à tout le monde de pouvoir profiter de ce site ? Alors effectivement, on peut le voir comme une solution de facilité, mais c'est surtout une solution d'urgence. On est face à une surfréquentation qui n'arrête pas de croître et donc il n'est pas possible de maîtriser dans des délais aussi courts, surtout avec la perspective de l'été là, qui arrive. L'autre raison, c'est que le parc n'a pas totale liberté de manœuvre sur son territoire. Il doit composer avec d'autres institutions que sont la ville de Marseille, la métropole, le département. Donc chacun a des compétences spécifiques. Ils interviennent sur la voirie, les transports en commun, la circulation, le stationnement. Donc on a une espèce de ce fameux millefeuille qui est déjà assez complexe. Et en plus vient s'ajouter en ce moment des relations particulièrement tendues entre des collectivités qui sont de bords politiques différents. Il existe de nombreuses solutions pour fluidifier, pour réduire le trafic automobile notamment, puisque c'est le problème principal donc aux abords du parc. Elles sont à l'étude depuis
pas mal d'années. Mais le problème, c'est qu'elle nécessite aussi un dosage très, très précis, parce qu'il ne faudrait pas que le remède soit pire que le mal. Donc ces solutions, on les connaît. La première, c'est effectivement celle qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'augmentation du nombre et de la fréquence des lignes de bus. Lié toujours au transport en commun, on a les navettes maritimes, donc entre la Pointe-Rouge et les Goudes, qui pourraient voir leur fréquence augmenter. Tout ça suppose la création de parties relais donc en amont du parc, avec là des problèmes de foncier et des problèmes de compétences entre toujours ces différentes collectivités. On peut imaginer aussi, et c'est dans les tuyaux, donc la réalisation de voies, de pistes cyclables. Après, on peut avoir des mesures beaucoup plus radicales et contraignantes, comme des quotas, des limitations d'accès, notamment dans les fonds de calanques les plus fréquentés. Ça peut être aussi sur le plan d'eau, dans les zones de mouillage. Le parc va bientôt pouvoir disposer d'un système de comptage des visiteurs, avec une fréquentation en temps réel sur des sites bien précis. Puis après, il y a des choses plus simple à mettre en œuvre, comme l'affichage en temps réel des conditions de circulation. Et ça, c'est un projet qui devrait voir le jour d'ici l'été. Vous parliez tout à l'heure de la superficie du parc, qui est quand même très importante. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots quelle est la vocation de ce parc et quelle est un petit peu sa fiche d'identité ? Alors, comme tous les parcs nationaux de France, le parc national des Calanques, c'est un instrument en fait. C'est un instrument de protection, de valorisation, de gestion d'un espace naturel qui présente des caractéristiques remarquables. Et donc, en l'occurrence, ce territoire est connu depuis très longtemps par sa beauté, sa diversité, sa fragilité aussi. Et depuis des décennies, un certain nombre d'associations, des randonneurs, des gens qui pratiquent l'escalade, des gens qui sont sensibilisés aux questions environnementales, alertent justement sur ce double visage, donc de cet espace à la fois très beau et très menacé, et donc demande depuis longtemps un geste fort. Et ce geste fort donc, est finalement intervenu en 2012 avec la création du parc national. Alors ça a été un événement d'autant plus retentissant que ce nouvel espace se distingue à plus d'un titre. Donc ça a été d'abord le premier parc créé en France depuis une trentaine d'années, en 2012. Donc ce parc est aussi donc à la périphérie d'une grande ville. Je crois qu'il est le seul actuellement parc périurbain en Europe. Et puis, il présente aussi une particularité, c'est d'être à la fois terrestre et maritime. Il est d'ailleurs essentiellement maritime, puisque le cœur marin représente à peu près 90% de sa surface totale. Et il y a d'ailleurs aussi des mesures qui sont prises concernant le mouillage. Effectivement, il y a énormément d'espèces protégées ou d'intérêt patrimonial dans le parc, et notamment une soixantaine en mer. Il y a un élément particulièrement sensible et que le parc a très à cœur de préserver, c'est la fameuse Posidonie. Et c'est ce qui explique justement cette nouvelle réglementation concernant le mouillage. Alors, cette réglementation, elle concerne la façon, pour résumer, la façon de jeter l'ancre pour les plaisanciers. Donc, elle n'est pas directement liée à la surfréquentation. Et alors, dans ce dispositif de réglementation du mouillage, c'est vrai que la grande nouveauté, et celle qui fait plus débat, c'est qu'on a une exclusion de tout navire des deux calanques les plus emblématiques, qui sont Envaux et Porta. On parle beaucoup de surfréquentation quand on parle de démarketing. Mais c'est une question qui était déjà présente à la création même du parc. Oui, exactement. Pendant longtemps, donc, ce territoire n'a été connu et fréquenté que par les Marseillais et puis quelques initiés qui pratiquaient des activités comme l'escalade, la randonnée, la plongée ou la chasse sous-marine. La création du parc, forcément, a attiré l'attention sur lui. Beaucoup de médias nationaux et internationaux s'y sont intéressés, ont multiplié les reportages. Alors, ce sont des reportages qu'on peut appeler cartes postales. Donc du coup, la fréquentation au fil des années a cessé d'augmenter. Elle atteignait à peu près 2 millions de personnes ces dernières années. Et puis est arrivée la crise du Covid, avec les confinements, les déconfinements, mais aussi toutes les restrictions de circulation en France et à l'étranger ont fait que les Marseillais d'abord, mais énormément de Français ont mis le cap sur Marseille et le parc des Calanques. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'une fois que la pandémie sera derrière nous, peut-être que d'autres destinations touristiques reviendront au premier plan et que la pression sur les calanques retombera un petit peu.
Moins d'affluence que l'été dernier, quand Sormiou et Morgiou enregistraient des pics à 3000 visiteurs par jour, soit 2 fois plus qu'en 2019. C'est aussi ce qu'espère Didier Réau, en studio à La Provence, et Loïc Chauvelon, joint par téléphone. Le président du parc et le directeur du comité régional du tourisme ont accepté de revenir ensemble sur ce buzz et sur la gestion de la fréquentation des espaces naturels protégés. Je vais me tourner d'abord vers Didier Réau. Vous attendiez-vous à un tel buzz en modifiant le site internet du parc quand on vous a dit qu'il fallait rendre les calanques moins attractives ? Alors oui et non. Oui, parce que nous avions déjà testé un certain nombre de messages auprès des médias notamment, et qu'il y avait une réactivité extrêmement importante de la part de vos confrères. Et en fait, l'idée était de pouvoir présenter l'expérience visiteur et de donner des conseils sur cette expérience visiteur dans le parc national des Calanques. Et bien sûr, le mot démarketing a tout de suite enflammé un peu le monde médiatique, je veux dire, et ce qui est une bonne chose parce que ça permet de donner une visibilité à notre proposition. Il y avait urgence à limiter la fréquentation ? Alors on sentait déjà depuis 3-4 ans le fait qu'il y avait une vraie progression de la visite, bien sûr, du parc national des Calanques, mais aussi celui de Porquerolles, mais aussi de l'ensemble des sites naturels, notamment littoraux, et aussi lacustres. Ce qui n'est pas dommageable en soi, sauf si elle est accompagnée d'un comportement urbain qui ne sied pas à la découverte de la nature. Est-ce que votre stratégie, finalement, n'a pas eu un effet un peu contre-productif en attirant à nouveau les projecteurs sur cette destination et sur ces magnifiques paysages ? Malheureusement, il faut en passer par là. Et bien entendu, l'idée est de présenter des calanques qui sont attrayante, puisque la découverte d'un espace naturel, c'est évidemment une belle expérience, mais dire également que si on souhaite que soi-même on la vive de façon merveilleuse, il faut être en capacité d'être dans cette logique-là, et donc ne pas venir avec son enceinte connectée notamment, ne pas avoir un comportement où sur une plage, on est plus sur un rooftop à Marseille que dans un espace naturel préservé. Loïc Chauvelon, le comité régional du tourisme, cherche lui aussi à agir sur les comportements, mais il poursuit sa campagne. On a tous besoin du Sud, loin du démarketing donc. Vous validez la stratégie du Parc national des Calanques ? J'aimerais rétablir un amalgame entre surfréquentation en nombre de visiteurs et les touristes eux-mêmes. Parce que c'est près de 85% des visiteurs qui sont des Marseillais et des personnes qui viennent des Bouches-du-Rhône. Donc ceci étant dit, c'est extrêmement important pour nous de préserver nos écrins. Quand on parle justement de « on a tous besoin du Sud », c'est bien sûr pas forcément d'aller tous au même endroit au même moment. Ceci étant dit, il y a beaucoup de solutions qui sont mises en place maintenant, notamment avec une stratégie quand même de fond sur la désaisonnalisation, et puisque depuis maintenant plus de 5 ans, on ne communique plus du tout sur la haute saison. On va de la même manière aussi aller chercher des clientèles internationales qui ne viennent pas chez nous en même temps que les Français. Et puis est arrivé effectivement le Covid et cette crise incroyable où il a fallu aller chercher des touristes pour sauver la saison de l'année dernière. Et c'est là où la campagne « On a tous besoin du Sud » a démarré. Et on a vu que cette clientèle française avait répondu très très fortement à notre destination. Et donc, à la fin du mois de l'été dernier, on a réuni l'ensemble des parcs naturels de la région et on a décidé d'aménager justement cette stratégie par rapport à la clientèle française, en proposant de nouvelles solutions pour que la clientèle touristique soit mieux répartie dans des parcours alternatifs. Et puis, c'est la mise en place aussi, et là, je rejoins le président du parc, une sensibilisation des comportements, puisqu'en fait, on s'est rendu compte l'été dernier que beaucoup de clients français, notamment, et voire locaux, n'avaient pas forcément les bons comportements. Et donc, pour répondre à ça, il y a une grande campagne de communication qui va justement sensibiliser tous les publics à justement avoir de meilleurs comportements dans les espaces naturels protégés. Oui, parce que le parc national des Calanques est particulièrement concerné par cette surfréquentation, mais il y a aussi d'autres sites dans les Alpilles, par exemple. On a sonné l'alerte, du côté de la Sainte-Victoire aussi. Une nouvelle fois, c'est vrai que ces problèmes de fréquentation importante sont vraiment extrêmement localisés. Tout étant fermé, il y a eu beaucoup plus de fréquentation dans les parcs, et notamment dans les parcs périurbains. Le démarketing est une stratégie parmi d'autres, Didier Réau. La piste d'un accès limité dans le temps ou payant est-elle envisagée ? Alors moi, je considère que les espaces naturels remarquables tels qu'ils sont n'ont pas à être payants. Pour une raison très simple, c'est que dans ce pays, les espaces naturels sont souvent propriété publique. Et donc, c'est déjà le contribuable qui a contribué à leur acquisition et qui contribue
à leur entretien. Par contre, des services qui sont associés, comme les parkings, comme un certain nombre de services de transport, de visites passagers par exemple par la mer, ceux-là sont payants. On peut faire payer un certain nombre de services connexes et je pense que si on arrive à ce que notre campagne de sensibilisation fonctionne, nous n'aurons pas besoin de fixer des jauges. Est-ce que on prend pas un peu le problème à l'envers en disant aux gens ne venez pas tous en même temps, au lieu de créer finalement les conditions pour pouvoir les accueillir? On est tout à fait d'accord et d'ailleurs le Parc national depuis 3 ans a entamé une réflexion, a monté une stratégie et un plan d'action sur l'accessibilité. On est arrivé en début d'année à pouvoir présenter un schéma d'accessibilité qui est à l'étude et qui maintenant est concrètement mis en œuvre par la métropole pour partie, par la ville de Marseille qui travaille aussi à des arrêtés de circulation et nous allons pouvoir évidemment en libérant le seul accès qu'il y a de l'automobile, notamment, et du stationnement, pouvoir accélérer la fréquence du transport en commun, mais aussi développer les pistes cyclables, les parkings à vélo et restaurer le sentier du littoral, qui est aussi un moyen d'accéder à ces sites magnifiques. C'est à peu près 10 millions d'euros, quand même, sur 3 ans, pour avoir un accès qui soit respectueux de la nature. C'est une problématique dont on parle depuis des années. Est-ce que ce buzz a pu accélérer les démarches et la mise en place de solutions ? Oui, bien sûr que ça a accéléré. Parce qu'il faut toujours, il faut travailler, il faut aller sur le fond, c'est ce que nous avons fait pendant 3 ans. Puis à un moment donné, il faut qu'il y ait une étincelle, il faut qu'il y ait une impulsion, il faut qu'il y ait un déclic. Et ce déclic, j'avoue que la crise du Covid nous a fortement aidés parce qu'on a bien vu qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et que nous courions finalement à la destruction d'un espace naturel comme les Calanques que nous avons voulu protéger. Vous craignez cet été une forte affluence comme l'été dernier ? Alors, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que nous n'aurons sans doute pas la même fréquentation parce que, justement, il y aura sans doute beaucoup plus de choses ouvertes. Les voyages en Europe vont pouvoir reprendre et puis, je pense que les gens ont appris aussi à trouver des solutions d'évasion qui ne sont pas seulement au plus proche de chez eux. Je crois que nous n'aurons pas la même situation. Pas parce que nous avons fait une campagne de démarketing, ça c'est pas. Mais je pense que les gens auront aussi d'autres occupations dans leur période estivale et qui vont vouloir profiter aussi de retrouver un certain nombre d'habitudes. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on continue à travailler parce qu'il en va de la protection de la nature et du développement de la biodiversité. Du côté du comité régional du tourisme, je vais vous laisser le mot de la fin. Comment vous appréhendez-vous cette saison estivale ? Déjà, ce qu'il faut voir, c'est les solutions, on les trouve vraiment en échangeant avec les acteurs du terrain. Et on a vu dans tous les scénarios que l'on a étudiés, justement, alternatifs pour éviter d'aller tous au même endroit au même moment. Chaque parc a eu une solution différente. Chaque lieu, par l'expertise généralement du parc et de l'office de tourisme qui lui est attaché, peut trouver justement une solution alternative en fonction de sa propre problématique. Et donc après, notre rôle à nous va justement être de mettre en avant les contenus digitaux qui ont été créés pour ça et qui conseillent aux visiteurs, qu'ils soient touristes ou habitants, dire attention, va plutôt faire cette randonnée que tu connais pas encore. C'est pas exactement la même photo que tu pourras faire à l'arrivée, mais cette photo sera vraiment quand même magnifique et surtout, il y aura beaucoup moins de monde. On a du choix dans notre région. Il y a un choix qui est incroyable avec 60% d'espaces protégés. C'est le moment de les découvrir et d'éviter d'aller tous au même endroit au même moment. Merci à nos invités d'être passés par Bande Passante. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire et à vous abonner sur les différentes plateformes.